Coucou tout le monde et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui, comme vous pouvez le constater, pour un nouveau book haul. On est arrivé fin octobre, je vous filme cette vidéo, on est le 30. Demain, je sais que je passerai pas en librairie pour acheter de nouveaux titres et je recevrai pas non plus. Donc écoutez, on va faire un petit récap de tout ce que j'ai acheté et reçu en septembre et en octobre. En septembre, il y a 6 titres qui se sont ajoutés à ma bibliothèque, à ma pile à lire physique, et au mois d'octobre, c'est 8. Et sur ces 14 titres, malheureusement, pour le moment, je n'en ai lu que 3, mais il y en a un que je suis en train d'écouter en audio, et il y en a un autre que j'ai commencé il y a quelques jours. C'est en cours. Il y en a aussi un autre que je m'apprête à démarrer aujourd'hui, puisque c'est une lecture commune avec quelqu'un, je vais vous en parler dans un instant. Et il y en a un autre où ce sera une lecture commune aussi avec cette même personne, mais sur le mois de novembre. Donc ces deux-là vont vraiment pas trop tarder. Et si je vous précise tout ça, c'est parce que j'ai envie de revenir à la petite tradition du vote en fin de vidéo. Il y a quelques temps, j'avais arrêté ça parce que je croulais sous les lectures et que je savais que j'avais pas le temps de prendre le temps justement de lire le livre que vous m'aviez choisi dans la vidéo. Mais j'ai envie de réinstaurer ça. Ça me manque de voir vos commentaires et ça me manque de me dire qu'il faut que je lise un certain titre pour vous en parler parce que vous attendez une critique. Donc je pense qu'on va relancer ça. Donc écoutez, on va relancer ça avec cette vidéo. Si vous êtes nouveau d'ailleurs, si vous découvrez la chaîne ou si ça fait vraiment pas longtemps que vous êtes là, je fais une vidéo book haul tous les 2 mois où je fais un petit récapitulatif de mes achats et de mes réceptions sur les 2 mois qui viennent de s'écouler. Et à la fin de la vidéo, je vous propose un petit récap avec les titres que j'ai déjà lus et les titres qui sont donc encore non lus. Et je vous propose de voter dans ces titres non lus pour celui qui vous fait le plus envie, celui que vous souhaitez que je lise en priorité et que je vous en parle d'ici le book haul prochain, donc d'ici les 2 prochains mois. Et vu que sur les 14 titres de septembre-octobre, il y en a vraiment plusieurs que je n'ai pas encore lus et j'ai pas encore pu leur donner une priorité, bah c'est le moment opportun pour relancer ça. Et avec tout ça, bah écoutez, on y va tout de suite avec les achats et réceptions de septembre. Et comme je vous le disais, il y a 6 titres qui ont rejoint ma bibliothèque au mois de septembre. Et si je veux suivre l'ordre chronologique, le tout premier, c'est un livre en VO, Moonflower Murders de Anthony Horowitz. Je sais que c'est un thriller cozy mystery, peut-être même plus cozy mystery d'ailleurs. Et comme vous pouvez le constater, c'est un livre en VO, en anglais. Et c'est aussi et surtout un 2e tome de série. Et si je l'ai ajouté à ma bibliothèque, c'est parce que, en fait, il y a un client du camping dans lequel je travaille qui l'a laissé. Je sais pas si la personne a terminé le livre ou si ça lui a pas plu, mais la personne l'a volontairement laissé en partant. Et je sais que ça a du potentiel parce que j'ai déjà vu à plusieurs reprises Emily de la chaîne Books with Emily Fox en parler en disant qu'elle avait vraiment adoré le premier et que le 2e, elle l'adore, mais elle a dû le mettre en pause parce qu'elle était perdue, parce qu'il y a une histoire dans une histoire et elle était paumée parce qu'elle les écoutait en audio. Donc moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit mais ça a l'air trop cool. En plus Emily en parle souvent, donc ça me donne encore plus envie. Et forcément, comme il est en anglais, mais surtout comme c'est un tome 2 et que j'ai jamais lu le tome 1, eh ben écoutez, je me suis aussi pris le tome 1, mais cette fois-ci en français. Et ça s'appelle Comptine mortelle. Je l'ai pris en version numérique parce que j'avais pas trop envie de mettre trop de sous dedans non plus. Et comme de toute façon, j'aurais jamais trouvé une édition française qui match avec cette édition anglophone et que ça allait pas être raccord dans ma bibliothèque, je me suis dit, tant qu'à faire, autant partir sur une version numérique. Donc Comptine mortelle, apparemment c'est sorti en 2018 et le tome 2, ici présent, a jamais été traduit en français. C'est un petit peu dommage, mais peut-être que ça me donne une indication sur la possibilité que je vais vraiment aimer cette série. On verra bien. De toute façon, il n'y a que 2 tomes qui sont sortis, donc je m'engage pas grand chose non plus. Je vais vous lire quand même le résumé du premier tome. Alan Conway est un auteur à succès. Les lecteurs vénèrent son détective, Fidel Stopper, et raffolent de ses enquêtes dans la campagne anglaise, véritable hommage à l'âge d'or des romans d'énigmes et à la reine du crime, Agatha Christie. Plus les fans achètent, plus son éditrice, Susan Rayland, sourit. Mais le dernier roman de Conway n'est pas comme les autres.
En s'y plongeant, Suzanne découvre que le manuscrit dissimule une bien sombre énigme et qu'il ne s'agit pas cette fois d'une fiction. Son auteur est en danger et Suzanne, éditrice devenue détective à son tour, doit déchiffrer le puzzle de cette comptine mortelle avant qu'il ne soit trop tard. Et d'ailleurs le personnage de Suzanne, donc cette éditrice qui devient détective, c'est le personnage principal de ce tome 1 de Comptine mortelle, mais aussi le personnage qu'on retrouve ici, puisque dans ce tome 2, il me semble qu'elle est... elle a quelque chose à voir avec un B&B ou un hôtel. Bref, elle est dans le tourisme, ça me parle forcément. Et il y a un crime qui va être commis ou un corps qui va être découvert pendant qu'elle est là-bas. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est Suzanne, le personnage principal qu'on va retrouver dans cette série. Je crois que j'ai jamais vu d'avis passer en français, donc peut-être parce que c'est une série qui est un peu vieille entre guillemets, qui est quand même sortie pour le tome 1 il y a 7 ans. Mais n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu un de ces romans parce que ça m'intrigue. Et j'ai l'impression que les notes sont bonnes, mais en même temps, vu qu'on a eu que le tome 1 traduit en français, je me dis que peut-être c'est pas si fifou que ça. À voir. Encore une fois, je prends pas beaucoup de risques. Ensuite, j'ai pris en librairie Nous avons toujours vécu au château de Shirley Jackson. Parce que il me faisait un petit peu de l'œil, même si j'avais vraiment pas aimé La Maison hantée que j'avais lu l'année dernière, de la même autrice. Mais je suis quand même curieuse et j'ai pas envie de rester sur un échec. Donc je voulais découvrir ce roman et écoutez, c'est chose faite, je l'ai déjà lu puisque je l'ai découvert au début du mois d'octobre en lecture commune avec Olivia de la chaîne Living Books. On s'est motivé à se faire une LC par mois parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a énormément de titres qu'on a chacune dans nos piles à lire et du coup c'est quand même plus motivant si on les sort en même temps et qu'on en parle. Et c'est donc ce qu'on a fait avec celui-ci. Je vais pas trop vous en parler parce que je réserve ça pour le bilan du mois d'octobre qui arrive dans 2 semaines sur la chaîne. Ça va arriver un petit peu plus tard que d'habitude, mais ça va venir. Mais donc sachez que celui-ci je l'ai déjà lu. On y suit ici Marie-Catherine Blackwood qui a 18 ans et qu'on surnomme gentiment Mary Cat. Mary Cat, elle a une vie un petit peu bizarre puisqu'elle vit dans un manoir avec sa grande sœur et son oncle qui est handicapé. Et on va très vite se rendre compte que le reste de la famille est mort et que ces membres-là ont été empoisonnés. Et que dans le village où vit cette famille Blackwood, eh bien tous les villageois estiment que ça a été un empoisonnement volontaire. Et donc on va suivre l'histoire de ces 3 membres survivants dans ce manoir jusqu'à ce que tout dérape. Comme je vous le disais, c'est déjà lu et je vous en parle bientôt. On retourne de nouveau sur Makobo et avec une lecture en anglais, en VO, puisque je me suis pris House of Hunger de Alexis Anderson. Ça fait un moment que je veux le lire, ça fait un moment qu'il est dans ma wishlist active, mais que je ne l'achète pas. Déjà parce que j'espère toujours une petite traduction en français qui ne vient pas malheureusement. Et bah écoutez, cette fois-ci je l'ai acheté, je l'ai ajouté pour de vrai à ma palle parce que, encore une fois, lecture commune avec Olivia. Et c'est celle qu'on va démarrer au mois de novembre, donc je ne l'ai pas encore lu, c'est volontaire, mais ça va être fait d'ici peu. House of Hunger, je vous en ai parlé à plusieurs reprises déjà, c'est ce roman, donc en anglais, qui, pour moi, a des vibes historiques, où on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Marion et qui est servante de sang. Elle est ce qu'on appelle Blood Maid en anglais. Son rôle consiste à donner son sang à ses maîtres qui sont plus ou moins des vampires. Je crois qu'ils ne sont pas nommés vampires expressément, mais on retrouve un petit peu toutes les caractéristiques du vampire. Ça fait longtemps qu'il m'intrigue, d'autant plus que c'est un roman qui est considéré roman d'horreur. Et ça me plaît de plus en plus, les romans d'horreur. Donc voilà, ça y est, il est officiellement dans ma palle et normalement, il ne va pas y rester très longtemps. J'ai aussi fini par craquer et m'acheter en version papier le 3e tome de Dungeon Crawler Carl qui s'intitule ici Le livre de recettes de l'anarchiste. Et si vous ne le savez pas encore, bah écoutez, je vais vous le faire découvrir. Je lis les Dungeon Crawler Carl en audio exclusivement parce que la version audio est tellement incroyable, elle est tellement bonne, tellement drôle, tellement immersive que je ne m'imagine pas une seule seconde lire le livre avec mes yeux parce que j'adore trop ce que j'écoute. Donc je l'ai en version papier, mais figurez-vous que je l'ai commencé en audio il y a quelques jours seulement. Même si j'ai acheté ma version papier en septembre, la version audio a mis du temps à venir. Elle était prévue pour le 25 septembre et elle a été repoussée plusieurs fois pour finalement sortir le 23 octobre. Donc ça fait quelques jours qu'il est enfin disponible pour moi
en audio. Et ça fait quelques jours que je le découvre. Et comme pour le moment je ne travaille plus, donc je ne prends plus la voiture 2 heures par jour, donc je n'écoute que beaucoup moins mes livres audio. C'est un petit peu dommage, mais bon, c'est la vie, que voulez-vous? Ça ne m'empêche pas de le découvrir, c'est juste que j'ai beaucoup moins de temps pour écouter un livre audio. Bref, Dungeon Crawler Carl, si vous ne connaissez pas, c'est ce qu'on appelle de la lit RPG, de la littérature mêlée avec du jeu vidéo. Et ça se ressent énormément avec cette série-là. Alors donc sans vous spoiler, le tome 1 commence sur une invasion extraterrestre qui est assez inexpliquée. On va comprendre un peu les tenants et les aboutissants au fil des tomes. Pour le moment, il en existe 7 d'ailleurs en anglais. On n'a pas fini. Bref, invasion extraterrestre qui consiste à tout simplement détruire toute construction humaine et donc tuer tous les gens qui sont dans ces constructions à ce moment-là. Et évidemment, coup de bol pour notre personnage principal, il se trouvait dehors à ce moment-là parce qu'il était occupé à sauver le chat de son ex-copine qui s'était planqué dans un arbre et qui refusait de descendre. Sauf que c'était la pleine nuit, il faisait froid, il y avait une tempête de neige et le mec s'est vite dépêché d'aller sauver le chat en attrapant un petit peu ce qui traînait. Donc il s'est retrouvé à 2 h du matin en veste en cuir dehors, en caleçon à cœur et avec des crocs roses pour essayer de choper dans un arbre le chat de son ex-copine. Et la destruction massive arrive à ce moment-là. On peut difficilement imaginer plus cocasse comme situation de départ. Les extraterrestres vont annoncer qu'ils ont pris possession de la Terre et que si les humains survivants veulent continuer à survivre, ils ont 2 possibilités. La première, c'est de rester à la surface de la Terre, comme actuellement, et de survivre tant bien que mal, et à leurs risques et périls. Et la deuxième option, celle que choisit Carl donc, c'est de descendre des escaliers qui viennent d'apparaître assez proches de lui, pour entrer dans un jeu façon télé-réalité intergalactique, dans laquelle on va retrouver tous les codes du jeu RPG, et c'est notamment très fortement inspiré de Donjons et Dragons. Carl va devoir donc gagner en capacité, en XP, en expérience, trouver des armes, se défendre et gagner des niveaux en descendant les prochains escaliers. Et donc si c'était pas assez barré comme ça, sachez que le chat de l'ex-copine de Carl, qui s'appelle Princesse Donut, va très rapidement gagner la capacité de parler, de communiquer, et c'est une véritable diva. Et j'adore. J'ai hâte de voir ce qu'il en est avec le tome 3 parce que pour le moment je n'ai écouté qu'une heure et demie sur les 17 de ce tome 3. Ça se passe d'ailleurs, j'allais dire dans un train, mais en fait quand on démarre ce tome 3, on démarre dans le métro. Et j'ai cru comprendre qu'il y a pas mal de chemins de fer, pas mal de trains différents à prendre pour pouvoir survivre ou pas. Et enfin le dernier titre qui a rejoint ma pile à lire au mois de septembre, il est déjà lu et c'était un service presse, c'est Fahrenheit 451, d'après le roman de Ray Bradbury, forcément, et c'est une BD, une adaptation par Victor Santos. Et celui-ci aussi, je l'ai déjà lu et je vous en ai parlé le mois dernier dans mon bilan de septembre, puisque sitôt reçu, sitôt lu. Enfin j'ai mis quand même 3 ou 4 jours avant de m'y mettre parce que j'espérais que dans notre Ban Books Club, donc dans notre book club non officiel où on lit un livre censuré par trimestre, eh bien j'espérais que le prochain qui soit passé au vote et qui remporte le vote, ce serait Fahrenheit 451, le roman de Bradbury. Bon malheureusement c'est pas celui-ci qui a gagné et écoutez ça a été le prétexte pour sortir plus rapidement que prévu cette BD. Si vous entendez des bruits bizarres derrière, c'est Ruby qui est à l'étage inférieur et qui rêve très fort. Bref, je vous en ai déjà parlé mais j'en profite pour vous remontrer quelques planches. Et donc, si vous n'êtes pas familier avec Fahrenheit 451, c'est de la dystopie dans laquelle on va suivre Guy Montag, qui est pompier. Mais les pompiers ici présents n'éteignent pas les feux, ils les allument. Et ils les allument pour brûler les livres, pour brûler tout ce qui ne correspond pas aux idéaux assez étriqués de la société. Et notre personnage principal, à un moment, va se rendre compte que les livres sont pas forcément si dangereux que ça, et que peut-être il y a anguille sous roche. Voilà, comme je vous le disais, je l'ai déjà lu et ça m'a donné encore plus envie de découvrir l'œuvre éponyme de Bradbury. Je trouve que c'est une formidable porte d'entrée pour les personnes qui aimeraient connaître l'histoire, qui aimeraient éveiller un petit peu plus leur sens critique, voire l'aiguiser, sans forcément rentrer dans les détails d'un roman. Bref,
très bonne idée. Et c'était la première sortie de la collection Itac, cette collection de bandes dessinées qui est donc publiée par les éditions ActuSF. On passe désormais aux titres qui ont rejoint ma bibliothèque et ma pile à lire au mois d'octobre. Et donc comme je vous le disais tout à l'heure, il y en a 8. Le premier c'est To the Moon and Back. C'est écrit par Eliana Ramage et là aussi c'est sur Makobo forcément. C'est un livre en anglais qui n'existe pas encore en français, tout simplement parce que c'était la lecture choisie par le Resist Book Club pour le mois de... Attendez, en octobre il n'y en a pas eu. Donc c'était pour le mois de septembre. Je suis à la bourre sur les lectures du Resist Book Club, c'est officiel, je suis à la bourre, mais je les ai quand même dans ma palle. Et celui-ci, je veux pas trop en savoir plus parce que j'ai quand même espoir de le lire incessamment sous peu. Je sais juste qu'on va suivre notre personnage principal qui se trouve être amérindienne et qui va se battre pour réaliser son rêve de carrière professionnelle. Elle veut être astronaute. Donc voilà, je ne veux pas en savoir plus. Je veux le découvrir, me plonger dedans et profiter du voyage. Donc celui-ci, c'était la lecture du mois de septembre mais que je n'ai pas encore lu. Au mois d'octobre, le Resist Book Club n'a pas choisi de titre parce que Reese Witherspoon partait en tournée pour une promotion de son propre livre, donc il n'y avait pas de livre choisi particulièrement pour le mois d'octobre, mais la lecture pour le mois de novembre a déjà été annoncée, ce qui est assez particulier parce que d'habitude, le choix de la lecture du mois est annoncé le premier mardi du mois, et là ça a été annoncé le dernier mardi du mois précédent. Tout ça pour vous dire que fin octobre, on connaît déjà la lecture pour le mois de novembre. Et c'est un titre qui est sorti il y a un petit moment en anglais et qui va bientôt sortir en français. Il sort début janvier d'ailleurs. C'est Wild Dark Shores de Charlotte McConaghy. Donc je l'ai acheté dans sa version en anglais et sur Makobo parce qu'il était à 9 €, donc je me suis dit que je perdais pas grand chose. Et comme je veux quand même lire tous les Resist Book Club 2025 avant la fin 2025, je voulais l'avoir quand même avec moi. Et ici on va partir sur un thriller sur fond de protection de la nature, d'écologie, puisqu'on va suivre une famille qui vit de façon isolée en Antarctique, je crois. Ils vivent sur une base où il y avait plein de chercheurs, il y avait du monde, et au fil des années, la base est devenue une ville morte. Il n'y a que la famille Salt qui y vit encore et qui fait office de gardien. Et un beau jour, en pleine tempête, il y a une femme qui va s'échouer aux abords de ce village perdu, de ce village fantôme. Et ça va être un peu bizarre forcément parce que d'où elle sort cette meuf pour débarquer de façon hasardeuse en Antarctique, juste là où il y a une famille qui vit. Louche, très louche. J'avais déjà lu cette autrice il y a 2 ans, si je me trompe pas, avec son titre Je pleure encore, la beauté du monde, qui m'avait beaucoup touchée. Alors l'intrigue en soi, ça m'avait pas emballé, ça casse pas 3 pattes à un canard, mais son style d'écriture était incroyable, très beau. Ça m'avait vraiment touchée, ça m'avait émue même à certains moments, et j'espère que je vais retrouver ça avec ce titre. Et si en plus l'intrigue me tient en haleine, c'est encore mieux. Au mois d'octobre, évidemment, sortait l'un des titres que j'attendais le plus de toute ma vie. C'était The Will of the Many de James Islington, qui est le premier tome d'une au moins trilogie qui s'appelle Hiérarchie. Et évidemment, ce gros pavé des familles qui fait 750 pages et qui pèse une tonne, je l'ai déjà lu. Forcément, je l'ai dévoré, ça faisait 2 ans que je l'attendais. Donc quand il est sorti, je me suis jetée dessus. Et je l'ai lu et je vous en ai fait un vlog. Je vais vous mettre le lien juste ici comme d'habitude. Vous allez aussi le retrouver dans la barre d'infos juste en dessous. Je vais pas m'éterniser dessus parce que j'ai fait une vidéo qui dure une demi-heure forcément. Mes premiers tomes de trilogie de fantasy. Fantasy et un petit peu science-fiction aussi. Mais surtout on se retrouve dans un univers très fortement inspiré de l'Empire romain. D'ailleurs moi j'avais l'impression d'évoluer dans la Rome antique et c'était trop bien. Vraiment j'ai adoré le world building et je ne peux que vous conseiller de découvrir cette série, même si c'est un sacré engagement de par l'épaisseur du roman et notamment du système de magie, puisque la société est basée sur un système pyramidal de volonté. Au plus vous êtes en bas de la pyramide, au plus vous donnez votre propre volonté et vous vous affaiblissez. Et au plus vous êtes en haut de la pyramide, au plus vous vampirisez l'énergie et la volonté des gens qui sont en dessous de vous. Ça vous rend plus fort de façon physique et ça vous rend aussi plus fort au niveau du pouvoir politique et de votre propre place dans la société. Bref, c'est dense, c'est un sacré engagement,
mais je vous le recommande. Une autre sortie que j'attendais beaucoup, qui était prévue pour le mois de novembre et que j'ai acheté il y a quelques jours, je ne l'ai pas encore lu. J'espère secrètement que dans le vlog que je suis en train de tourner, il va sortir. On verra bien. Pour vous, le vlog sort la semaine prochaine. C'était Notre Maison de Marcus Cleaver, qui est une lecture de saison puisque c'est un roman d'horreur. J'ai très hâte de le découvrir. Il a fait un carton l'année dernière quand il est sorti dans sa version anglaise. Et toutes les booktubeuses et booktubeurs que je suis et qui l'ont lu l'ont adoré. Donc j'ai extrêmement hâte de le découvrir. Ça part sur un principe de thriller puisqu'on va suivre notre personnage principal qui s'appelle Eve et qui est propriétaire de cette maison. Et dès la première page du roman, il y a une famille qui va toquer à sa porte. Et le père de famille va lui dire « Bah écoute, la maison dans laquelle tu vis, j'y ai grandi, c'était ma maison d'enfance. Est-ce que ça te dérange si on rentre avec ma famille? Je leur fais faire un petit tour du propriétaire. Et ça dure 10-15 minutes, après on s'en va, tu nous revois plus. » Et elle, bah, pour faire plaisir, elle va dire ok. Sauf qu'on se doute bien que la famille ne va pas rester juste 10-15 minutes et que ça va être le gros bordel. Donc moi ça m'intrigue énormément parce que ça part comme un thriller, sauf que c'est véritablement un roman d'horreur. Et j'ai même entendu certaines personnes qui disaient qu'elles avaient tellement flippé, qu'elles avaient eu du mal à dormir. Donc moi ça me donne hyper envie, mais en même temps, je suis une grosse flippette. Donc est-ce que je vais pas me tirer une balle dans le pied en lisant ça très bientôt et en m'empêchant de dormir? Il y a des chances, mais je vais le faire quand même. Ensuite, je me suis aussi offert une édition limitée d'un classique que j'avais pas dans ma pile à lire, que je voulais découvrir depuis un moment, mais que j'ai jamais ajouté physiquement à ma bibliothèque. C'est Frankenstein de Mary Shelley. Et pardon, mais la beauté de cet objet-livre, j'adore. Il coûte 8 €. C'est une version poche et je sais pas, je le trouve trop beau. Regardez-moi ça, regardez-moi ça. Magnifique. Et est-ce que vous me croyez si je vous dis qu'on est le 30 octobre et que c'est l'une des lectures qui a été choisie pour le Music and Books Challenge du mois d'octobre et je ne l'ai pas encore lu. Je ne l'ai pas encore lu, j'abuse parce que en plus j'ai vraiment trop envie de le découvrir et il fait 300 pages. Ça peut se lire vite comme ça peut durer une semaine. Donc voilà, ouais. Frankenstein, c'est pas encore lu. Ensuite, des éditions ActuSF toujours. Au mois d'octobre, j'ai reçu 2 services presse et je suis trop emballée. Il y en a un que j'ai déjà commencé et l'autre que j'ai pas eu le temps de démarrer encore. Donc j'espère le lire au mois de novembre. Par lequel on va commencer. Celui que j'ai entre les mains, c'est celui que j'ai commencé il y a quelques jours. C'est Stoker et Dracula, la fabrique d'une légende, écrit par Adrien Parti. C'est un essai, donc un livre de non-fiction autour évidemment du roman de Dracula, mais aussi de son auteur Bram Stoker. Donc à travers ce beau bébé, on va revenir sur la genèse, les origines de Dracula, pourquoi Bram Stoker l'a écrit, comment il a eu l'idée de l'écrire, comment il s'est renseigné, comment il a créé ce chef-d'œuvre finalement. Donc je l'ai commencé hier, j'en suis à la page 56, c'est captivant. C'est passionnant et je regrette qu'une chose, c'est de ne pas avoir plus de temps à lui allouer. J'ai lu mes 50 premières pages d'une traite. Je vous avoue que dès la préface, j'étais captivée. L'introduction était tout aussi intéressante, donc forcément, j'ai bouffé mes 50 premières pages. Donc ça, forcément, je vous en parle bientôt, puisque c'est une lecture en cours. Et on va rester avec Dracula. De toute façon, c'est la saison. Et celui-ci, je ne l'ai pas encore démarré malheureusement, mais je pense que ça va être une lecture qui va se lire plutôt vite, puisque c'est Dracula à Istanbul de Ali Riza Saifi. Si ça vous dit quelque chose, c'est tout simplement parce que c'est une traduction extrêmement libre du roman Dracula de Bram Stoker par ce poète turc. Et plus qu'une traduction libre, c'est carrément une adaptation de Dracula, mais à la sauce turque, puisque bah forcément, vous le voyez dans le titre, ça se passe à Istanbul. Et d'ailleurs, je crois même que Dracula ne s'appelle pas Dracula. Voilà, dans le résumé, on nous dit « Et si Dracula ne se rendait pas à Londres, mais à Istanbul ? Et si le meilleur moyen de s'en prémunir était de porter un crucifix, mais aussi les pages du Coran ?» En traduisant Dracula, le romancier et poète turc Ali Riza Saifi a fait plus qu'adapter le chef-d'œuvre de Bram Stoker. Tout en respectant les grandes étapes de l'histoire, il lui a donné une couleur différente et une portée historique et politique passionnante. Une autre vision des aventures du prince des vampires, traduite pour la première fois en France. Voilà, ça m'intrigue de voir à quel point la traduction a changé par rapport à l'œuvre originale. Dracula,
Je crois que je l'ai jamais lu en anglais, mais je l'ai lu à plusieurs reprises en français. Et j'ai un don absolu pour oublier les détails des livres, même si je les ai lus plusieurs fois. Donc je vais redécouvrir Dracula, mais à travers le prisme turc. Et ça a l'air hyper intéressant. Ça a l'air fou. Et enfin, le dernier titre que j'ai ajouté à ma palle, au mois d'octobre, c'est un grand livre. C'est un grand livre, vraiment. C'est L'Appel de Cthulhu. C'est évidemment la nouvelle de Lovecraft, mais cette fois-ci dans une version illustrée par François Baranger. Et si vous vous souvenez bien, l'année dernière, je vais vous mettre la photo ici, j'avais acquis et lu L'Ombre sur Innsmouth, qui était, pareil, une nouvelle de Lovecraft illustrée par François Baranger. Et alors j'avais succombé à la page couverture et j'avais adoré les illustrations du roman. Et j'avais découvert l'histoire et le plot twist, parce que je m'attendais pas du tout à ce qu'il y ait un plot twist et j'avais vraiment adoré ma lecture. Et je vous avais dit que je voulais continuer à découvrir Lovecraft, mais au travers de la vision de François Baranger. Donc j'ai acquis L'Appel de Cthulhu, qui est très certainement l'histoire la plus connue de Lovecraft, mais moi je n'y connais absolument rien. Je vous mets à l'écran le résumé comme d'habitude. Moi je sais juste que ça se passe dans les années 20, à Boston il me semble. Et je veux pas en savoir plus parce que figurez-vous que je vais démarrer aujourd'hui ma lecture commune de cette nouvelle avec Olivia, toujours de la chaîne Living Books. On a prévu de le lire sur le 30 et le 31 octobre parce que dans sa version roman, sans illustration, sans rien, c'est une nouvelle qui fait 100 pages, donc ça se lit vite. Et on s'est dit que sur les 2 jours avant Halloween, enfin pendant la période d'Halloween justement, ça pouvait être pas mal. Et donc on va se plonger là-dedans. Enfin, je vous dis ça, il est quasiment 18 h pour moi, donc il serait temps que je me lance. Je voulais juste vous montrer quelques illustrations, voilà, sans contexte, mais juste pour avoir une idée du talent de François Baranger, parce que vraiment j'adore. Son travail sur les jeux de lumière, c'est toujours époustouflant. Et c'est juste incroyable. J'ai trop hâte de découvrir ça. Pardon, mais c'est magnifique, non? C'est magnifique. Bref, là aussi je vous en reparle très bientôt parce que je démarre ma lecture aujourd'hui. Non mais regardez-moi ça, incroyable. Donc comme je vous le disais, je démarre ma lecture aujourd'hui et normalement je la termine demain. Donc vous allez le retrouver dans le bilan du mois d'octobre qui arrive bientôt. Et voilà, avec tout ça, normalement je vous ai présenté les 14 titres qui ont rejoint ma pile à lire sur septembre et octobre. Je vais vous faire un rapide récap pour pouvoir voter justement. Je vais vous afficher à l'écran sur septembre et octobre quels sont les titres que j'ai déjà lus et quels sont les titres pour lesquels vous pouvez donc voter parce que je ne les ai pas encore lus. Je vais griser ce que j'ai déjà lu et de toute façon je vous fais un récap aussi à l'oral. Et vous savez quoi, finalement sur le mois de septembre il n'y en a qu'un pour lequel vous pourriez voter, c'est donc Cantine Mortelle parce que pour le reste, Moonflower's Murder c'est le tome 2. Nous avons toujours vécu au château, je l'ai déjà lu. House of Hunger, c'est prévu d'être lu au mois de novembre. Dungeon Crawler Carl 3, c'est en cours de lecture. Et Fahrenheit 451, c'est déjà lu. Donc vous pourriez uniquement voter pour Cantine Mortelle. Mais heureusement, vous pouvez aussi compter sur le mois d'octobre et tous ces rajouts sur ma pile à lire que je n'ai pas encore lu. Donc vous pourriez aussi voter pour To the Moon and Back de Eliane Ramage, lecture en VO du Reese's Book Club donc. Frankenstein de Mary Shelley. Je ne vais pas mettre L'Appel de Cthulhu puisque je le démarre aujourd'hui et je le termine demain. Vous pourriez voter pour C'était notre maison de Marcus Cleaver, Wild Dark Shores de Charlotte McConaghy, Dracula à Istanbul de Ali Riza Seifi. Et je ne compte pas Stoker et Dracula, la fabrique d'une légende puisque c'est en cours de lecture. Donc finalement sur les 14 titres que je vous ai présentés, vous avez le choix entre 6 titres, 6 options. Donc n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel est le titre que vous souhaitez que je lise en priorité pour que je vous en parle bientôt. Vous avez donc une semaine à partir de la publication de cette vidéo pour voter. Les votes seront donc clos samedi 8 novembre. Donc n'hésitez pas vraiment à me dire tout ça dans les commentaires. S'il y a un titre que vous souhaitez me recommander aussi, n'hésitez surtout pas, c'est toujours bon à prendre. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous dis bye bye!